Donc bonjour à tous et toutes. Donc moi je m'appelle Adrien Moinet, donc je travaille à l'ADA Nouvelle-Aquitaine depuis à peu près 2 ans et demi. Moi je travaille sur les ressources pour l'abeille et donc je suis situé à Saintes, donc au nord de la Nouvelle-Aquitaine, en Poitou-Charentes. Et donc dans ce contexte-là, moi je travaille principalement avec les filières agricoles, parce que c'est principalement un territoire de grande culture, un peu de viticulture aussi. Et donc, voilà, moi je travaille aussi en lien avec les filières agricoles. Aujourd'hui, du coup, je viens vous parler de l'Observatoire Tournesol. Donc, on va faire une présentation à 2 voix avec Sarah. Et donc, c'était intéressant et important aussi que je vienne vous parler de cet Observatoire Tournesol parce qu'en fait, j'en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure, mais il est né en Occitanie, cet Observatoire Tournesol, avec l'ADAC à l'époque. Donc, c'était l'association de développement de l'apiculture en Aquitaine qui avait commencé à suivre les apiculteurs aquitains qui transhumaient dans le Gers et qui a permis d'avoir les premières références que je vais vous présenter tout à l'heure dans le Gers. Et donc voilà, merci pour l'invitation et je suis très heureux de vous présenter ces résultats. Alors bonjour, moi je suis Sarah, je suis à l'ADA Occitanie, je suis chargée de mission changement climatique et ressources florales. Et comme vous a dit Adriane et Julie, ça ne veut pas me répondre, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, notre présentation sera divisée en 3 parties. Et c'est surtout une présentation en miroir des 2 observatoires avec une alternance de points de vue. Et c'est plutôt pour valoriser les apports spécifiques de chaque observatoire. Alors, on va commencer par les contextes et la méthodologie. Pour l'observatoire châtaignier, on a commencé en 2015 à s'intéresser à l'histoire du châtaignier, notamment à travers les travaux sur le synapse du châtaignier. Et puis en 2018, on a eu des balances CAPAS et c'est là où on a fait les premières études sur balance, sur châtaignier. En 2022, en commission ressources, c'est là qu'on commence à parler de l'idée d'un observatoire sur châtaignier. Puis en 2023, il crée le poste changement climatique. Je ne l'occupais pas à l'époque, mais aujourd'hui c'est le poste que j'occupe. Et puis en 2024, on a lancé l'observatoire châtaignier. Et du coup en 2024, son objectif était plutôt de comprendre vraiment le déroulement de cette mêlée. On a fait un suivi sur, mes collègues ont fait un suivi sur 7 sites et on a fait des prélèvements varois et des collévales. En 2025, on a développé un peu plus cet observatoire. On est étendu sur 11 sites, dont 5 en Midi-Pyrénées, 11 en LR. On a commencé à travailler sur le développement d'une plateforme de visualisation avec l'ITSAP. Et on a développé un peu plus le protocole. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans les slides qui suivent. Et du coup, avec cet observatoire, et je pense avec tout ce qui concerne le changement climatique, on trouvera plusieurs problématiques, notamment la modification de la phénologie. C'est là où on parle d'une floraison précoce, une floraison retardée, une floraison étendue dans le temps. On peut aussi parler des variabilités des conditions météo. Et c'est là, sans doute, ces dernières années, vous entendez beaucoup parler de stress hydrique, stress thermique, sécheresse, tempête de grêle en plein juillet. C'est pas très normal. Et du coup, tous ces problèmes-là, aujourd'hui, inévitablement, ils vont ramener avec eux des changements, des chevauchements des mêlées. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'entends plusieurs apiculteurs me dire qu'ils trouvent que c'est très dur, ou voire même impossible des fois, d'enchaîner châtaignier avec tournesol. Et pourtant, à un moment, c'était normal de le faire. Et du coup, pour 2025, notre observatoire a eu 3 objectifs principaux. Premièrement, c'était de décrire le déroulement de la mêlée de châtaignier sur différents sites, normal. Et puis, analyser les facteurs influençant la production, et puis formuler les recommandations techniques à destination des apiculteurs. Alors là, on parle d'analyse, on parle de formuler des recommandations techniques, mais il faut le préciser, on est sur nos premières années.
Et du coup, pour vraiment pouvoir analyser, vous donner des recommandations stables et fiables, et prouvées par la science, il nous faudra beaucoup plus d'années de suivi. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment le début, les premières données qu'on a. Alors, je vous résume l'année 2025. On a commencé par recruter les apiculteurs qui veulent rejoindre l'Observatoire châtaignier. On avait un petit lot de balances Optivi. On a fait la maintenance des balances qu'on avait déjà. On a acheté des balances en plus pour suffire à tout le monde. On a 5 balances par site et du coup 55 balances au total. Et puis on a créé un canal sur WhatsApp sur la mielée de châtaignier pour essayer un peu de rejoindre et de mettre en réseau tous les apiculteurs de l'Occitanie qui ont envie d'aller sur cette mielée. Ça, c'était avant le début de la mielée. Juste avant le début de la mielée, là, on a déployé toutes les balances Optibi. 2 jours avant la mielée, ou même au tout début de la mielée, on est allé faire nos visites sur le terrain. Et après, on a fait nos analyses de varroa, on a envoyé des rapports préliminaires aux apiculteurs qui étaient inclus dans l'observatoire pour qu'ils aient leurs résultats. Et puis, une fois par semaine, du coup, on a sorti 4 bulletins de floraison et 3 bulletins de mielée. Pour assurer ce suivi, je vous expliquerai tout ça en détail après. Et puis, à la fin de la mielée, on a fait une deuxième visite sur le terrain. Et c'est là où on a commencé notre analyse de données, on a envoyé des échantillons à faire tester, on a fait nos analyses de miel. C'est là où on a fait les étapes un peu finales. Du coup, je vous parlais de visite terrain. En gros, en début de mielée, on a fait des collévales un peu simplifiés. Et du coup, on a regardé les couvents ouverts, couvents fermés et le nombre des abeilles, juste pour voir la dynamique de la colonie au sein de la ruche. Et on a fait des prélèvements varrois. Et puis en fin de mielée, on a pesé les os et on a fait aussi des prélèvements varrois. Et du coup, en gros, je vous montre juste, pour finir mon introduction, je vous montre ce graphe. C'est le graphe de prise de poids sur un de nos sites. Et en le regardant, je peux vous dire que c'était relativement une bonne mielée, surtout en comparant sur les quelques années qui l'ont précédée. Mais c'était surtout une mielée qui est étalée dans le temps. Du coup, on ne voit pas de gros pics de production, on ne voit pas une grosse chute. C'est vraiment une mielée progressive qui est montée très doucement, mais qui a surtout bien monté. Et ce serait tout pour l'introduction de l'Observatoire châtaignier. Je passe la parole à Adriane. Merci. Et donc du côté de l'Observatoire Tournesol, alors comment est né ce projet? Donc comme vous le savez sûrement, la culture du tournesol en fait elle s'est beaucoup développée en France à partir des années 80. C'est devenu des floraisons massives dans diverses régions. C'était le cas en Nouvelle-Aquitaine et dans le sud-ouest principalement. Et donc l'apiculture s'est aussi développée en même temps que cette floraison-là, avec des rendements qui étaient très importants au début avec l'arrivée de cette culture-là, avec des rendements qui étaient à plusieurs, même au-delà des 50 kg par ruche, d'après les dires de certains apiculteurs. Et donc cette mielée avec un très bon rendement a commencé à évoluer à partir des années 90 avec une diminution des rendements progressive. Et donc il y a eu d'autres éléments de contexte qui ont ajouté de la difficulté à tout ça, comme l'arrivée du varroa, etc. Mais pour autant il y a quand même une grosse différence sur cette mielée-là bien spécifiquement. Et donc ça a créé beaucoup de questionnements chez les apiculteurs. Et au-delà de cette diminution des rendements à la ruche, il y a aussi une augmentation de la variabilité entre les secteurs, entre les années et même parfois entre les colonies sur un même rucher. Et donc tout ça crée beaucoup d'incertitudes et beaucoup de questionnements. Donc à partir de ces questionnements-là, l'ITSAP a lancé avec Terrinovia et d'autres après organismes, même les ADA, au début des années 2010, des suivis sur cette mielée-là, des expérimentations sur le tournesol pour comprendre un petit peu quelle était la différence entre les différentes variétés de tournesol, est-ce qu'il y avait des variétés qui étaient plus intéressantes que d'autres, etc.
etc. Il y a eu pas mal de travail à ce moment-là sur ces questions-là. Et donc en parallèle, la DAC à l'époque a lancé l'observatoire dans le Gers à partir de 2015, où en gros les salariés de la DAC suivaient des apiculteurs aquitains qui transhumaient leurs colonies dans le Gers, et donc on suivait ces colonies-là pour répondre à leurs questions. Donc moi je suis arrivé à l'ADA en 2023. Et donc à mon arrivée, j'ai essayé de reprendre un peu tout ce qui avait été fait sur le tournesol. Donc j'ai créé une synthèse bibliographique qui permettait de faire une sorte de récapitulatif de tous les travaux qui existaient et de faire un état de l'art de la connaissance sur cette mêlée. Et on avait fait une journée de restitution pour les apiculteurs. Et suite à cette journée-là, on les a fait travailler un peu sous forme d'atelier pour savoir qu'est-ce qui était attendu à partir de ces résultats qu'on avait déjà, savoir dans quelle direction ils voulaient qu'on aille. Et donc c'est comme ça que l'observatoire, dans sa deuxième version, est né, où donc il a été décidé de relancer l'observatoire de la mêlée de tournesol, mais cette fois-ci au nord de la Nouvelle-Aquitaine, dans un autre bassin de production du tournesol, qui est le Poitou-Charentes. Du coup, c'est Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime et Vienne. Et donc les objectifs, ils sont relativement proches de ceux que Sarah a présentés pour le châtaignier. L'idée globale, c'est de progresser sur les facteurs qui influencent cette mêlée de tournesol, d'essayer de mieux comprendre en fait ce qui se passe sur cette mêlée qui est parfois difficile à anticiper et même à comprendre a posteriori. Et à la fin, c'est à partir de ces éléments-là, fournir des éléments d'aide à la décision pour les exploitants agricoles, apicoles, pour augmenter leur soutenabilité, c'est-à-dire leur faciliter la vie en fait quand ils arrivent sur cette mêlée-là. Donc le schéma général qu'on a suivi, c'était donc au départ on fait une sélection des emplacements et des apiculteurs. Donc ça je vais revenir dans le détail après sur les différentes étapes. Une fois qu'on a choisi les emplacements et les apiculteurs, donc on fait le suivi. Donc c'est l'installation des ruchers avec la pesée initiale des ruches, la pose de balance connectée et des colévales. Donc c'est des mesures dans les colonies pour déterminer leur population et leur constitution, et des mesures de varroa phorétique. On laisse passer la floraison du tournesol. En parallèle, on fait des mesures agronomiques et on acquiert des données environnementales, on va dire. Et à la fin de la mêlée, on revient sur les ruches, on récupère les balances connectées, on repèse les ruches en séparant les hausses pour connaître les rendements. Et voilà. Et après, on traite toutes ces données-là. Donc pour l'analyse des données, on est accompagné par un biostatisticien qui s'appelle André Kretschmar, qui travaille aussi sur l'observatoire de la lavande. Et donc tous les travaux, enfin tous les graphes que je vais vous présenter ensuite, c'est André qui les fait. Et puis ensuite il y a l'étape de restitution. Donc aujourd'hui on est dans l'étape de restitution entre autres. Mais donc voilà, c'est ce travail-là qui est tiré tous les ans et qui permet voilà, d'acquérir des données année après année. Et donc on a relancé ce travail-là en 2024. Donc on a commencé petit avec 4 emplacements suivis. Donc à chaque fois c'est des emplacements constitués de 20 colonies. Et donc ça fait un total de 80 colonies pour 2024. En 2025, on a augmenté un peu la voilure, on est passé à 7 emplacements, et donc 140 colonies environ suivies. Donc au total, voilà, un peu plus de 200 colonies depuis 2024, la nouvelle version de l'observatoire. Et donc tout à l'heure, je vous parlais de sélection d'emplacement. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'y est pris. On a essayé d'avoir une approche par pédopaysage. En fait, on est parti du principe que les agriculteurs nous font beaucoup de retours sur le fait que, en fonction des secteurs, de la qualité agronomique des terres, de leur profondeur, de plein de paramètres, les rendements agricoles sont complètement différents. Et donc on fait l'hypothèse que si on va sur différents secteurs avec des potentiels agricoles différents, on aura aussi de la variabilité d'un point de vue des rendements en apiculture. Et donc voilà, c'était intéressant d'avoir de la variabilité pour bien comprendre ce qui se passe justement. Et donc on a réparti donc, en 2025 nos 7 ruchers sur cette carte-là. Et donc on avait un emplacement en colline calcaire, un dans le marais, donc c'est la zone en bleu ciel sur la gauche, 2 en plaine calcaire qui est la zone un peu centrale, un en plateau de terre rouge sur la droite, un en plateau de seuil du Poitou et un en terre de Doussin. Et en fait tous ces sols-là, ils ont des potentiels agronomiques un peu différents. Et donc voilà, c'était la variabilité qu'on cherchait à avoir. Et donc, d'un point de vue du suivi apicole, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, au tout début de la floraison, donc soit c'est avant la floraison, soit c'est vraiment au tout début. On pèse les colonies pour avoir leur poids initial. On tare les hausses pour connaître aussi voilà, le gain de poids à la fin de la mêlée. On fait un couléval, c'est-à-dire qu'on s'intéresse qu'à un certain nombre de paramètres d'apiculture. C'est pas comme le coléval qui est l'évaluation complète. Et donc là, on s'intéresse surtout aux paramètres qu'on a identifiés dans le passé qui étaient les plus importants pour la mêlée de tournesol. Et donc c'est la population d'abeilles, la quantité de couvain et la quantité de réserve au début de la mêlée. Et ensuite on fait un comptage varroa parce que c'est aussi une variable qui joue beaucoup sur la réussite de la mêlée.
Et donc à la fin de la mielée, on fait la pesée des colonies et des hausses, et ça nous permet d'obtenir le rendement. Et donc là, ce que j'ai rajouté sur ce graphique-là, c'est des prélèvements de pollen de trappe et des prélèvements de miel à la fin de la mielée. En fait, ça, c'est dans le cadre d'un travail un peu exploratoire qu'on fait avec l'INRA, l'équipe Aster de l'INRA, que vous connaissez sûrement parce que vous avez entendu Stan Chabert l'année dernière intervenir. Et donc, on travaille avec eux sur une étude un peu exploratoire sur l'idée d'identifier la contribution des différentes variétés de tournesol à la mielée de tournesol, et donc en prélevant du pollen de trappe et en leur faisant analyser, ils seraient capables à terme d'identifier les variétés qui constituent le pollen à l'aide d'analyses génomiques, et donc de savoir quelles sont les variétés qui contribuent. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le tournesol et sur les variétés. Les conclusions étaient difficiles à tirer parce qu'en fait, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte dans le fait qu'une variété soit attractive ou non, et qu'elle soit productive aussi ou non. Et donc là, on essaierait d'avoir une approche un peu différente, où on essaierait de savoir quelles sont les variétés qui sont retrouvées à l'entrée des ruches dans le pollen de trappe, et quelles sont celles qui créent vraiment du pollen pour l'alimentation des abeilles, et faire à terme la même chose avec le miel. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on fait des prélèvements. Et donc ça, ce n'est pas des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment exploratoire, et on en parlera un petit peu encore à la fin. Et donc tout à l'heure, j'ai parlé de paramètres environnementaux. Donc on s'intéresse bien sûr aux données météorologiques qui ont une influence forte sur la mielée. Et après, on s'intéresse aussi, on essaye d'inclure un maximum de données agronomiques, parce qu'on sait que voilà, c'est une culture annuelle, le tournesol, et donc elle est aussi fortement dépendante de l'agronomie des parcelles où elle est installée. Et donc il y a l'entrée par type de sol que je vous ai présenté tout à l'heure avec les pédopaysages. Et après, il y a la question aussi, quelle est l'influence des surfaces de tournesol qu'il y a autour des ruchers? Est-ce que s'il y a 200 hectares, c'est plus intéressant pour les colonies que s'il y en a 100? Voilà, c'est le genre de questions qu'on essaie de comprendre. Et la question aussi de la réserve utile, donc en gros, c'est la capacité des sols à retenir l'eau et à la rendre disponible pour les tournesols. Et donc, c'est très lié avec le stress hydrique de la culture. Et donc, à savoir si elle est capable d'être en confort thermique ou pas pendant la mielée ou avant la mielée. Et puis à terme, on aimerait aller vers d'autres paramètres qui sont encore plus agricoles, comme la date de semis, la densité de semis, les variétés qui sont cultivées autour, les solutions de désherbage, etc. Et aussi les rendements en graines, parce qu'on pense que ça serait intéressant de faire le lien entre les rendements en graines et les rendements en hectares, et en miel plutôt. Et donc ça, c'est un travail un peu plus compliqué, parce que là, ça passe par des enquêtes auprès des agriculteurs. Et donc là, pour le moment, on n'est pas suffisamment avancé sur cette question, mais c'est un objectif à terme d'aller vers ces paramètres-là. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est la présentation des données et des résultats. Donc on va faire ça en deux sous-parties. Une première, où on va parler un peu des observations qu'on a fait, qui sont similaires entre les deux observatoires, sur le châtaignier et sur le tournesol. Et une seconde sous-partie sur les différences, les particularités qu'il y a dans les observatoires. Alors parfois, c'est des particularités qui sont liées à l'approche, à la méthode qu'on applique. Parfois, c'est parce qu'on a des résultats un peu différents aussi. Donc je laisse la main à Sarah. Alors, le premier facteur qu'on a regardé, c'est le rendement. Et ben, ici, on a un box plot par site suivi, et vous avez en rouge les moyennes de chaque site. Ben, comme j'avais dit au début, c'était relativement une bonne année, parce qu'on est en moyenne à 20,15 kg en Occitanie. Et en plus, on a remarqué une différence qui n'est peut-être pas si remarquable, mais qui existe quand même. Et c'est que la moyenne en Languedoc-Roussillon, elle est légèrement supérieure à la moyenne de Midi-Pyrénées. Mais là, on peut dire qu'en général, pour les deux côtés, c'était une bonne année, avec une moyenne de 20. Pour faire le petit comparatif entre notre observatoire de 2024 et 2025, là, je peux dire que les ruches, en 2025, elles ont commencé leur mielée de châtaignier avec moins de couvains fermés, avec moins de pression varroa, mais avec plus de poids initial. Du coup, en théorie, on était déjà lancé pour une bonne mielée si on regarde, si on se base sur les paramètres suivants. Et donc Sarah a parlé un peu de l'hétérogénéité qu'il peut y avoir entre les différents ruchers qui étaient suivis en 2025. Et donc nous, on a la chance sur l'Observatoire Tournesol d'avoir de l'antériorité. Et donc on a des données depuis 2015. Comme je vous le disais, 2015 à 2021, c'est les données qui ont été acquises dans le Gers.
et 2024-2025 c'est en Poitou-Charentes. Et donc on voit bien qu'en fonction des années on a des choses très différentes. Et donc 2024-2025 en Poitou-Charentes, c'est 2 années remarquables. L'une parce qu'elle c'est une très bonne année en production avec des records de production. Alors on n'est pas tout à fait au niveau de 2021, mais en fonction des apiculteurs qu'on avait choisis, on n'est pas forcément représentatif, mais 2024 c'est une année record de production de miel de tournesol, surtout en Poitou-Charentes. Et 2025 c'est une année record aussi, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que la production a été proche de zéro. Donc là on est en moyenne à 6 ou 7 kilos en 2025. Donc voilà, une très mauvaise année de production. Et donc on a 2 extrêmes là qui sont étudiés en Poitou-Charentes. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de variabilité, donc c'est ce qu'on voulait montrer avec le projet. Donc là on arrive bien à le montrer, donc sur 2 années quand même très particulières. Mais de manière générale, depuis 2015, cette hétérogénéité-là, elle existe. Et donc après, donc aussi pour parler du contexte, donc 2024, très bonne année pour le tournesol, mais moyenne année, voire mauvaise année pour la production de miel de manière générale, parce que le printemps a été complètement pluvieux en Nouvelle-Aquitaine, et donc très peu de mielés de printemps, et un développement des colonies qui était très compliqué, avec des nourrissements en saison pour compenser les manques de rentrée de nectar. Et donc, et à l'inverse, 2025, des colonies qui n'ont jamais manqué de ressources, avec un printemps très clément et des belles mielées de printemps, mais du coup d'un peu de sécheresse qui s'installe en fin de saison sur la mielée d'été. Et donc par contre quand on regarde les variables donc apicoles, donc la quantité d'abeilles, la quantité de couvains fermés, le varroa, on se rend compte que les niveaux sont à peu près sont assez proches et assez équivalents sur l'abeille et le couvain, une petite baisse sur le couvain fermé quand même. Mais voilà, il y a aussi un taux de varroa qui est un peu plus fort, mais globalement les paramètres apicoles sont quand même relativement proches. Et sur les poids initiales des colonies, voilà, il y avait forcément un peu plus de réserve en 2025 parce que l'année était meilleure au printemps, mais voilà, pas une grosse différence non plus. Et par contre, quand on regarde, quand on regarde les rendements, c'est là où on se rend compte qu'il y a une grosse différence. Donc le gain de corps, forcément le corps il a un espace limité, donc quand il est plein après il est plein. Mais par contre sur les hausses, c'est là où on voit, donc les hausses c'est ce qu'on appellera le rendement à la suite, c'est ce qui est récolté par l'apiculteur. Et donc voilà, l'année dernière récolte moyenne autour de 25 kg, et cette année on est proche de 7 kg. Donc 2 années très, très différentes. Et donc on regarde ensuite les secteurs, donc là c'est 2025. On se rend compte que donc, sur les 7 emplacements suivis, on a des rendements qui sont très très hétérogènes, avec des rendements proches de zéro dans certains secteurs. Donc c'est le cas du dernier emplacement, dernier rucher, et des rendements autour de 20 kg sur le meilleur rucher. Et il y a d'autres ruchers qui sont à des niveaux intermédiaires entre les autres. Donc voilà, l'hétérogénéité dont je parlais au début, on l'observe encore, et particulièrement avec cette année aux conditions climatiques un peu particulières. Alors, un deuxième facteur qu'on a regardé, c'est l'influence de l'infestation varroa sur la récolte finale. Si on regarde ce graphe ici devant nous, on va voir des petits points colorés de partout. Chaque point représente une ruche et chaque couleur représente un rucher. Et du coup, ici, on a 11 ruchers, et, enfin par rucher, il y a 20 ruches. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on voit que les couleurs sont dispersées un peu partout. Et du coup, on n'a pas des blocs par couleur. C'est bien pourquoi? Parce que ça nous permet d'éliminer le lieu au moins de cette équation-là, qui nous dit que là, s'il y a une chute en rendement, au moins on sait que ce n'est pas le lieu. Et du coup, si on regarde le graphe un peu globalement, on voit clairement que ça descend. Et du coup, là, on reconnaît une corrélation négative entre varroa et le rendement. Tout simplement, plus il y a une infestation de varroa, moins il y aura du rendement. On reconnaît aussi le seuil de 3% varroa 3 varrois phorétiques par 100 abeilles. Et on a pris ce seuil-là parce qu'on s'est basé sur l'observatoire lavande. Même si en testant avec nos données, on peut voir la chute clairement. Et du coup, on parle d'une chute vraiment de 20 kg pour des ruches qui ne sont pas fortement infestées à un rendement de 11 kg pour une ruche qui est infestée à plus de 3%. Et du coup, pour le dire un peu d'une manière
différentes, on peut estimer une perte de 1,45 kg de miel par ruche pour chaque pourcent de varroa phorétique gagné. Et donc maintenant, si on regarde les données un peu sur le tournesol, donc ça c'est les données du GERS, donc entre 2015 et 2021, c'est ce que je vous précise en haut à droite. Et donc en fait on observe, donc, de la même manière que sur l'observatoire de la vente, comme disait Sarah, une baisse des rendements à partir de 3 varroa phorétiques. Donc là, en haut, tout en haut des box plots, là vous avez des lettres qui permettent d'assembler en fait des données qui n'ont pas de différence significative les unes avec les autres. Et quand les lettres changent, c'est qu'on observe une différence significative dans la distribution des données. Et donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que entre 0 et 3 varroa phorétiques, les données sont relativement homogène et il n'y a pas de différence significative. À partir du seuil de 3 varroa phorétiques, on commence à avoir une baisse significative des rendements. Et donc là, les modèles qu'on fait tourner, les modèles statistiques qu'on fait tourner pour essayer de montrer le poids de cette influence-là de varroa, on se rend compte qu'à chaque fois que la charge varroa augmente de 1 varroa phorétique, le gain de poids, lui, il diminue de 0,34. Ou à l'inverse, comme sur la diaporama, quand la charge varroa diminue de 1 varroa, le phorétique pour 100 abeilles, le gain de poids augmente de plus de 300 grammes. Donc les colonies avec des charges varroa plus importantes, forcément, sont moins productives. Et donc si on regarde ça sur les données, donc on n'a que 2 années de suivi, donc c'est des données un jeu de données un peu moins fiable, mais quand on regarde les données 2024-2025 en Poitou-Charentes, on observe la même tendance, c'est-à-dire que jusqu'à 2 varroa phorétiques, on observe qu'il n'y a pas de descente de production, mais qu'à partir de 2 varroa phorétiques, on a une chute dans la production, et donc ça corrobore ces résultats. Alors, un deuxième facteur qu'on a regardé, c'est les paramètres populationnels. En gros, là, j'ai essayé de faire une formule. Je parle de force de colonie, et là, je regroupe le nombre des abeilles avec le couvain et le pollen. En faisant mes tests, là, je ne trouve pas de résultats significatifs. Certes, c'est parce que je suis sur un jeu de données qui est très limité. J'ai décidé de prendre cette question un peu plus loin, et du coup j'ai divisé. J'ai fait des tests sur couvain tout seul, sur pollen tout seul et sur le nombre des abeilles. Sur les couvains, j'ai toujours pas trouvé de données significatives, mais encore une fois, c'est sûrement parce qu'on est juste sur une année d'études. Pollen de même. Mais sur le nombre des abeilles, là, on a pu trouver une corrélation positive, significative. Et du coup, ça veut dire, en gros, plus on a d'abeilles, plus ça peut mêler, parce qu'il y a plus de monde à aller butiner. Mais si on veut chiffrer ça un peu plus concrètement, on peut dire que pour chaque 10 000 abeilles gagnées dans une ruche, potentiellement, on pourrait gagner 3 kilos de rendement. Potentiellement. Et donc de la même manière, sur les données tournesol, on observe la même chose. Donc là, c'est les données abeilles, donc c'est les classes d'abeilles qui sont affichées en bas, donc c'est par milliers d'abeilles. Par milliers d'abeilles. Et donc ce qu'on observe, c'est que le rendement augmente proportionnellement avec le nombre d'abeilles. Et donc là, on a des écarts qui sont quasiment tout le temps différents. Et donc ça montre bien que plus les colonies sont fortes, avec un nombre d'abeilles important, et plus les rendements sont importants. Et donc c'est un paramètre qui est significatif sur le rendement. Et donc de la même manière que ce que disait Sarah, le gain de poids observé avec une augmentation de 10 000 abeilles sur l'observatoire tournesol avec les données 2015-2021, il est de 3 kg aussi, un petit peu plus, 3,5 kg. Et donc quand on regarde les données en Poitou-Charentes depuis 2024, on observe des choses un peu similaires, avec aussi une corrélation positive entre le nombre d'abeilles et le gain de poids. Et donc là on ne fait pas tourner le modèle parce qu'on n'a pas assez de données, mais on a un lien qui est quand même très proche et qui est tout à fait identique. Et maintenant, si on regarde spécifiquement les données de couvain fermé, donc c'est le couvain fermé au départ de la mielée dans les colonies, on observe la même chose, c'est-à-dire que plus les colonies sont fortes en couvain au début de la mielée, et plus elles ont tendance à faire de miel. Et donc là, la relation de lien, elle est autour de 5 kg. Donc c'est-à-dire qu'on augmente de 10 000 la quantité de cellules de couvain fermé au début de la mielée, on a un gain de poids qui est de environ 5 kg.
Et donc on prend les données du Poitou-Charentes, on observe encore plus ou moins la même chose. Alors là c'est un petit peu moins net, mais on voit bien que les colonies les plus fortes quand même font significativement plus de miel. Donc là voilà, pour le coup c'est le manque de données qui nous permet de ne pas avoir tout à fait les mêmes représentations que précédemment. Mais voilà, à terme on aura sûrement le même genre de courbe que le graphique précédent. Alors là, on commence avec la première particularité entre l'observatoire Châtaignier et l'observatoire Tournesol. Et je note que là, les analyses météorologiques ont dit que c'est des particularités simplement parce que nous, on a regardé les variations journalières. Et à la Dana, ils avaient plus une vision un peu plus globale de l'effet sur la mielée. Et du coup, ici, je vais vous présenter d'une manière générale les corrélations qu'on pourrait avoir avec le gain de poids. Je vais juste noter que la variable la plus corrélée positivement avec le gain de poids, c'est la température maximale. Et la variable la plus corrélée négativement avec le gain de poids journalier, c'est la vitesse du vent. Du coup, en gros, plus il fait chaud, plus potentiellement on pourra mieler. Et plus il y a du vent, moins on pourra mieler, en théorie. Et du coup, là, je vous en ai parlé un peu, d'une manière générale, mais parce que c'est passionnant, on va voir la dynamique de ces corrélations. En gros, on va commencer avec la vitesse du vent. Là, de la même manière, chaque point c'est une ruche, chaque couleur c'est un rucher. On voit clairement ce qu'on a démontré avant. Ici, vitesse du vent, elle est à 5, du coup pas très forte. Et on voit que le gain de poids, et ici ça miel de partout. C'est pas obligé, s'il n'y a pas de vent, on n'est pas obligé de faire du miel, mais on peut. Et du coup, ici on voit que vraiment, on peut ne pas mieler, on peut avoir des rendements à 2 kg, on peut avoir à 4. Mais dès que la vitesse du vent monte à 10 ou plus, là, les gros rendements déjà ils disparaissent. Et les faibles rendements, ils sont là, mais là c'est faible par rapport à une petite vitesse de vent. Et de même, pour la pluie ici, on voit quand la pluie elle est à 0, la majorité de nos ruches, elles y sont. Et puis, dès qu'on a une grosse pluie ou une pluie tout court, y a plus ça mielle plus. Et là, on peut se demander peut-être pourquoi ici il y a beaucoup plus de points qu'en haut, simplement parce qu'il n'a pas plu. Il n'y a pas beaucoup plu cette année. Et puis, on passe à la température maximale. Là aussi, ça prouve notre corrélation positive, mais c'est trop chouette parce que on peut voir un V ici. On voit une tendance positive, ça veut dire ici, on est au maximum du gain journalier, 4 kg, et une température assez chaude, mais on voit le V. Et ça veut dire que ça tend vers un optimum. Alors, on est toujours sur la première année d'études. On est loin de pouvoir vous donner vraiment une température optimale pour Châtaignier gravée dans le marbre. Mais on voit une tendance dans nos données quand même. Mais en gros, pour cette année, on peut vous dire que c'est les journées chaudes et secs. Mais puisque la question de température optimale revient souvent, et je pense qu'il y en a certains qui se sont déplacés pour avoir cette réponse, on vous a fait ce graphe-là. Et en gros, ici, on vous montre nos sites qui ont participé à l'observatoire en 2025. Et là, on vous montre la température maximale optimale pour 2025 pour chaque site. Ce n'est aussi pas en fait, c'est juste pour 2025 pour ce site. Et du coup, même si on regarde, là on voit que à Montesquieu on est à 29. Par exemple, de même à Chain-Dessus, là on est dans le même secteur à peu près. En Sumène, on est sur des valeurs un peu plus chaudes, on est à 31. Mais en gros, on peut dire que toutes nos températures maximales optimales, elles tendent entre 29 et 33 degrés. Et du coup, les journées qui sont un peu chaudes et sèches.
Alors, je vous ai donné des chiffres, je vous ai montré des points, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour une mielée? Et du coup, ici, on voit devant nous le graphe. Ça, c'est c'est une courbe de prise de poids. Chaque courbe représente une balance, et ça, c'est les données d'un rucher. Du coup, sur un rucher, on a 5 balances suivies. Ici, il y a la prise de poids. Ici, c'est la température, et ici, là, c'est le vent. Et du coup, on voit que cet apiculteur a passé une bonne mielée. Il est arrivé presque à 35 kilos. Mais là, c'est les données sur la balance. Ce n'est pas les rendements nets. Mais on peut noter quelque chose. Que par exemple, ici, ça, c'est une journée. Et on voit que sur cette journée, qui était une bonne journée, il a fait à peu près un rendement de 4 kilos, on peut dire grossièrement. Mais juste le lendemain, on remarque qu'il a fait la moitié. On se demande pourquoi, mais on a très vite notre réponse en fait, parce qu'on voit qu'ici, il est passé de 31 ou 32 degrés à une chute à 21 déjà. Et puis ici, la veille aussi, on voit qu'il y a eu un gros vent. Qu'au direct, on se doute d'un épisode de pluie. Et puis on voit qu'il y a eu une interruption de la mielée. Et là, si on ajoute le facteur pluie, on voit qu'effectivement, il avait plu la veille. Et du coup, ici, cet apiculteur, il a eu une petite interruption, mais puis la mielée a repris après. Et on voit que plus la température montait, la mielée reprenait avec elle. Je vous donne un deuxième exemple. Ici, de même, c'est un autre apiculteur en Languedoc-Roussillon. Ici, on voit une deuxième interruption aussi. Et de même, il y a un gros vent, une petite chute en température quand même. On se doute d'un épisode de pluie. On vérifie nos données. En effet, il y avait de la pluie. Du coup, il a eu une petite interruption qu'on peut voir aussi ici. Mais puis après, la mielée a repris, sans souci. Et voilà, il a continué sa mielée à faire à peu près... il allait presque arriver à 40 kilos. Franchement, il a passé une très bonne mielée. Mais puis, pour montrer vraiment la réalité des mielés, ça c'est un exemple d'un troisième apiculteur. Ici, comme on l'a montré avant, chute en température, gros vent, du coup, pluie, du coup, interruption de mielée, mais sa mielée n'a jamais repris. Et en discutant avec l'apiculteur, il me dit que c'était justement au moment où il avait posé ses hausses. Du coup, là, c'est un exemple d'une mielée où on ne peut rien faire. C'est juste la nature. Mais une conclusion très importante à tirer, surtout de prendre l'exemple de ce rucher-là. Franchement, il y a eu des fluctuations en température, il y a eu des gros vents partout, il y a eu plusieurs épisodes de pluie, mais sa mielée n'a pas bougé. Enfin, elle a bougé, c'est ça. C'est ce qui est assez particulier. Et du coup, la conclusion, je pense, à tirer ici, c'est que oui, les facteurs météorologiques peuvent avoir un gros impact sur la mielée, certes, mais ce ne sont surtout pas les seuls facteurs qui influencent la mielée. Là-bas, spoiler. Là, comme j'ai dit, c'était assez mouvementé, mais il y a peut-être d'autres raisons. On est juste sur une année de données. Du coup, je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais peut-être, il avait beaucoup plu en printemps. Du coup, les besoins étaient comblés. Ils n'ont pas trop été affectés par les fluctuations ou par les vents. On ne sait pas. Surtout pas sur une plage de données aussi restreinte. Mais voilà, c'est une conclusion à garder en tête que les données météo, très importantes, mais elles ne sont pas les seules. Et du coup, je profite pour introduire un autre facteur qui est aussi important, et c'est la durée ou la date de début des mielés en fonction de l'altitude. Parce que nos sites étudiés, ils ne sont pas du tout sur les mêmes altitudes.
Et du coup, là, j'ai voulu les séparer en 3 catégories. Les ruchers sur basse altitude, sur moyenne altitude et sur haute altitude. Et là, en termes de date de début de mielée, ben, on voit un décalage un peu qui est clair. Du coup, je me suis dit, je vais voir ce que les stats ont à dire. Les stats avaient beaucoup de choses à dire. Et en gros, on confirme une tendance de mielée plus tardive dans les ruchers situés en altitude. Et en gros, concrètement, pour un apiculteur, on peut dire que pour chaque 100 mètres d'altitude gagnée, ben on peut compter qu'une mielée va être retardée de 1,14 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes sur le super groupe WhatsApp de l'Observatoire Châtaignier ou si vous suivez les bulletins de floraison et vous voyez par exemple qu'un apiculteur en Cévennes à 200 mètres d'altitude, il a dit que la floraison chez lui a commencé. Vous n'êtes pas loin, mais vous êtes à 500 mètres d'altitude. Là, peut-être potentiellement, votre mielée va arriver dans les quelques prochains jours. Donc là, on pourra commencer à organiser la transhumance. Cette information pourra vraiment vous servir comme un outil à la décision. Ah. Et donc j'enchaîne avec les données sur tournesol. Alors comme disait Sarah tout au début, donc nous on n'a pas eu la même approche parce que pour le moment on n'a pas traité nos données de gains journaliers avec les données balance. On en a aussi et je pense que c'est quelque chose qu'on va faire à l'avenir. Mais pour le moment voilà, ce qu'on peut observer c'est l'impact de la météo au global sur la mielée et donc sur la période globale de... Alors là même c'est un peu différent parce que c'est la période de croissance du tournesol que je voulais mettre en avant et donc c'est la période de croissance et de floraison. Donc on est du 1er avril au 31 juillet et donc pour l'année 2024 et l'année 2025. La difficulté c'est que sur les données météo du coup on a une seule donnée par remplacement et donc on a 20 colonies par remplacement donc au total on a plus de 200 données sur les variables de colonies que je vous ai présentées tout à l'heure, donc on peut faire tout un tas de graphes et faire tourner des modèles statistiques. Par contre, quand on n'a qu'une donnée par remplacement, qui sont les données, parce qu'elles ont toutes le même environnement, on n'a pas suffisamment de données pour vraiment traiter la donnée, traiter et analyser la donnée, et donc on a des difficultés à faire converger le modèle, et donc à savoir quelles sont les variables climatiques qui jouent vraiment. Et donc là, l'alternative que je vous propose, c'est de pas vous donner, de faire d'analyse vraiment poussée de ces données-là, parce qu'on n'a pas suffisamment de données, mais de vous présenter les données météorologiques pour qu'on puisse comprendre un peu justement quel est le problème là-dessus et ce qu'on observe déjà. Et donc quand on regarde la somme des précipitations par rucher en fonction de l'année, donc sur la période de croissance et de floraison, donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur le contexte de l'année, en 2024, à partir du début avril, on a eu en moyenne 300 mm de pluie sur à proximité des ruchers, alors qu'en 2025, on a eu un tiers de précipitations au moins. Et donc voilà, forcément ça peut avoir un impact sur la croissance du tournesol au départ, et quand on regarde les températures, la moyenne des températures moyennes par rucher selon l'année sur cette période-là aussi, on se rend compte que les températures moyennes étaient bien plus élevées en 2025, autour de 18 degrés, et alors qu'en 2024, on était à environ 2 degrés en dessous. Et donc là, ce qu'on observe, c'est aussi qu'on a 2 années, ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment atypiques, aussi d'un point de vue climatique. Et donc, en fait, on a une grosse différence à chaque fois sur ces 2 données-là. Et ce qui va nous manquer, en fait, et ce qu'on cherche à avoir pour les années futures, c'est des années où on sera intermédiaire pour voir si justement on peut faire un lien de cause à effet entre les paramètres climatiques et les paramètres, les rendements en miel. Et aussi ce qu'on observe, c'est qu'on a des ruchers qu'on a essayé d'étaler géographiquement sur la région avec l'épée de paysage, etc. Sauf que on reste quand même dans une région donnée avec en gros 200 km d'envergure maximale. Et donc le climat est quand même relativement proche entre ces régions-là. Il n'y a pas on est dans la plaine en plus, donc il n'y a pas de différence d'altitude, donc ça joue pas sur la température. Et donc en fait vous voyez les boîtes à moustaches, elles sont quand même assez écrasées, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de variabilité sur les données climatiques entre les ruchers sur une même année. Et donc c'est justement le temps qui va nous permettre d'avoir plus de données et aussi le fait de multiplier les ruchers et géographiquement aussi d'avoir un suivi élargi qui nous permettra d'avancer sur ces données climatiques parce qu'aujourd'hui on n'a pas assez de variabilité en n'étudiant que 2 années.
Et maintenant, si on regarde précisément la période de floraison des tournesols, donc c'est en 2025 et en 2024, c'était à peu près c'était un peu plus précoce en 2025 qu'en 2024, mais en gros entre fin juin et fin juillet, ce qu'on observe, c'est que les températures moyennes étaient aussi plus faibles en 2024 qu'en 2025, donc il a fait plus chaud pendant la mielée de tournesol. Et quand on regarde les températures max, les températures étaient aussi bien plus chaudes en 2025 qu'en 2024, avec un écart de quasiment 2 degrés. Et donc, on peut supposer que ça a un impact sur la mielée. Sur les autres variables climatiques que je n'ai pas toutes présentées, parce qu'il y en a forcément beaucoup, on ne voit pas forcément autant d'écart. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a besoin de plus d'hétérogénéité entre les emplacements et entre les années pour pouvoir vraiment tirer des conclusions plus claires. Et donc tout à l'heure, je parlais de paramètres un peu agricoles. Ce qu'on a essayé de regarder, c'est la condition hydrique du tournesol, savoir quelle est l'influence justement du stress hydrique sur la mielée. Et donc sur les modèles météo qu'on utilise, les données météo, on a une variable qui s'appelle le contenu en eau de la couche racinaire. Donc en gros, c'est en fonction de la réserve utile du sol et des précipitations. Ils sont capables les modèles météo nous donnent une donnée qui nous permet de savoir dans quel état, quelle est la quantité d'eau qui est disponible au pied du tournesol. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'en 2024, la quantité d'eau aux racines des tournesols était bien meilleure et bien supérieure qu'en 2025. Et donc voilà, on suppose aussi que ça a pu jouer sur le rendement. Et quand on regarde, quand on trace la corrélation entre la réserve utile, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la capacité d'un sol à retenir l'eau, c'est-à-dire les sols les plus profonds ou qui sont composés d'argile, en tout cas d'éléments qui permettent de retenir un maximum l'eau, et les rendements en hausse de miel, on se rend compte qu'il y a une corrélation qui est quand même assez forte entre la capacité du sol à retenir l'eau et les gains en hausse. Donc c'est-à-dire que pour une année 2025, qui est une année sèche, les meilleurs secteurs, les secteurs qui ont fait le plus de rendement, c'était les secteurs où les sols étaient profonds et avaient une grosse capacité à retenir l'eau. Donc en gros, là où les tournesols étaient les mieux alimentés en eau. Alors, je vous parlais de notre groupe WhatsApp. Et ce groupe, je peux vous dire qu'avec 30 membres, on a réussi à installer une dynamique vraiment très intéressante. Et il y avait plein d'échanges. On s'est échangé 58 photos pour se tenir au courant du début de la mielée dans chaque coin. On s'est échangé 273 messages, et oui, je les ai comptés un par un. Du coup, c'est le vrai chiffre. Et puis, là, c'était vraiment, on a vu une dynamique dans ce groupe. Il y a des questions sur l'humidité, sur les dates de transhumance, sur comment faire ici. C'était vraiment, c'est vraiment un début d'un outil d'aide à la décision. Et de notre côté, on trouve que c'est une initiative qu'on a réussi à mettre en place, mais vraiment pour que cette initiative réussisse et pour qu'elle continue, on aura besoin de vous, parce que sans apiculteurs dans le groupe et sans photos partagées, il n'y a pas de groupe et il n'y a pas de dynamique. Et du coup, je vous invite vraiment à nous rejoindre. On ne vous bombarde pas de messages. Mais comme vous voyez ici, on s'échange des photos, on parle, on dit la commune et l'altitude, on pose ces questions, on partage les données. C'est vraiment une mise en réseau des apiculteurs de toute la zone, et du coup on aura des informations, même si on est en Ariège, on saura ce qui se passe en Lozère. Et grâce aussi à ce groupe WhatsApp, mais pas que, on a réussi à faire 7 bulletins, dont 4 bulletins de floraison et 3 de mielée. Là, on a eu 78 photos au total, aussi grâce à vous, merci. Ces données, ces photos elles venaient de toute l'Occitanie. Il y avait de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Lozère, de l'Hérault, de la Cévennes, vraiment partout. On était sur différentes altitudes, du coup c'était intéressant de voir la différence sur un même secteur, mais à différentes altitudes. Et surtout, pour comprendre un peu les stades phénologiques, je me suis mise en contact avec la Chambre d'agriculture d'Ardèche, qui nous a partagé leur protocole. Et du coup, sur les bulletins de floraison pour 2025, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le protocole de la Chambre d'agriculture pour vraiment comprendre les dates et le suivi de la phénologie.
Et en plus sur les prévisions, sur les bulletins, on avait des prévisions météo. Ça allait un peu plus loin que, attendez-vous à une semaine ensoleillée la semaine prochaine. On donnait des alertes, notamment des alertes que la Chambre d'agriculture nous communiquait des fois. Et là, je parle surtout de la tempête de grêle qui a eu lieu. Majoritairement, ça n'a pas affecté trop les chatons de châtaignier, mais il y a un apiculteur qui m'a dit que parce qu'il a vu l'alerte dans le bulletin, ça l'a poussé à aller rendre visite au rucher et il a vu vraiment des chatons non ouverts par terre. C'était pour lui une mielée ratée. Le bulletin il va pas empêcher les catastrophes, mais au moins vous serez au courant un peu avant. Et du coup, là, je vous mets une petite compilation des photos qu'on a eues. Et puis, notamment, ce que j'aimerais bien en tirer, c'est que ici, c'est des photos qui ont été prises sur le même secteur, sur la même journée et sur la même altitude. Et là, on voit ici un chaton qui n'est pas encore ouvert. Ici, un chaton qui est en début de floraison, et ici, un chaton qui est en pleine floraison. Et du coup, là, moi, même avant que je vérifie mes chiffres, j'avais un doute que c'était une mielée étalée dans le temps, avec bien sûr le ressenti des apiculteurs. Mais voilà, là, ça montre que vous êtes le moteur des questions qu'on va se poser, des questions qu'on va traiter. C'est vraiment grâce aux informations que vous nous partagez et vos préoccupations. Du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous montrer ces photos-là. On va passer à la dernière partie, qui est les perspectives et les améliorations. On va là parler des financements pour les différents projets, les outils qu'on a développés et les améliorations qu'on prévoit pour 2026. Et du coup, là, je voudrais vous parler du projet Observatoire châtaignier au sein, avec Interrapie. Et en 2024, on a lancé le projet de l'Observatoire châtaignier au niveau national. Et ça, c'était, on était copilote avec Interrapie. Aujourd'hui, plusieurs ADA sont impliqués dedans. Et en 2025, on a commencé nos premières expés sur le terrain. Il y a l'ADA Grand Est, l'ADA PIC, l'ADANA, l'ADA Pays de la Loire, et plein d'autres, et l'ITSAP, bien sûr. Et en 2026, notre financement pour Interrapie a été confirmé. Du coup, cet effort va continuer. Et en 2026, vous aurez les premiers livrables sur lesquels on a travaillé. En plus des bulletins de floraison et des présentations et des rapports pour l'Occitanie, vous aurez des informations sur la mielée de châtaignier au niveau national, à travers plusieurs livrables qu'on compte présenter. Et donc sur les perspectives et les perspectives de financement, surtout sur l'Observatoire Tournesol, comme je vous le disais, en 2024, on a recommencé le suivi et c'était un peu sous une forme exploratoire, donc on avait commencé petit avec un nombre d'emplacements limité. L'idée c'était d'éprouver la méthodologie parce que c'était un peu ce qu'on avait fait dans le Gers, mais déjà c'était pas la même personne qui le menait, donc forcément il fallait relancer un petit peu la machine, et en plus on le complétait avec d'autres types de données, d'autres analyses avec les données environnementales et l'acquisition des données agricoles. Et donc voilà, c'était un peu l'objectif 2024. En 2025, on a voulu continuer à acquérir des données et justement à affiner le protocole en faisant des petites corrections un peu à la marge. Mais comme je vous le disais, le problème global qu'on a sur cet observatoire-là, c'est que si on veut analyser les données, surtout climatiques et environnementales, il faut multiplier les ruchers, il faut multiplier les années d'études pour avoir de l'hétérogénéité. Et donc pour ça, on cherche à changer un peu d'échelle, et donc pour ça, on a besoin d'un financement aussi. Et donc en 2025, on a déposé, donc c'était au mois de janvier, un projet CASDAR qui s'appelle Tourne-Miel, où l'idée c'était justement de changer d'échelle et d'étudier sur plusieurs années et plusieurs territoires cette question de la mielée de tournesol. Donc on a été lauréat, mais on est en liste complémentaire, c'est-à-dire que pour moi on n'est pas financé, et c'est seulement s'il y a un désistement qu'on pourra l'être. Donc on prépare l'avenir et on redéposera sûrement un projet en 2026 pour justement essayer cette fois-ci d'être lauréat et financé.
Donc là, on a une discussion avec différents partenaires, donc l'INRA, l'ITSAP, différentes ZADA qui se posent des questions sur la millet de tournesol et qui cherchent aussi à s'intéresser au sujet, et les chambres d'agriculture. Et donc voilà, l'objectif global, c'est de changer d'échelle pour vraiment avoir des résultats plus poussés sur tous les liens climatiques et agricoles avec la millet de tournesol. Et donc voilà, dans ce projet-là, l'idée c'est de creuser, enfin c'est déjà de faire une mise en lien avec les agriculteurs. Alors elle existe déjà, mais comme on sait que sur la millet de tournesol, on est dépendant de la culture très fortement, ben, c'est intéressant quand même d'aller voir les partenaires agricoles pour leur en parler un peu, pour les sensibiliser à cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de cultivateurs du tournesol qui ne sont pas conscients que c'est aussi important pour les apiculteurs et qu'il y a des problèmes, en tout cas des incertitudes qui augmentent sur cette millet. Donc je vous le disais, d'élargir un peu le suivi en suivant plusieurs régions, d'identifier des contributions variétales, et c'est ce dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure avec avec le projet exploratoire qu'on est en train de mener avec l'INRA, où on aimerait bien connaître les variétés qui contribuent le plus au gain de poids des colonies. Après, l'idée, c'est aussi de faire émerger des outils d'aide à la décision pour les apiculteurs, pour justement réduire cette incertitude-là. Donc on va acquérir des données, mais si c'est acquérir des données juste pour savoir ce qui influence, mais qu'on n'arrive pas à les traiter et à les rendre opérationnels derrière via des outils, ça ne sera pas très intéressant. Et donc l'idée, c'est vraiment à la fin d'avoir des outils pour les apiculteurs. Et donc voilà, sur ces projets-là, on est sur un budget autour de 500 000 euros, enfin une subvention autour de 500 000 euros, et donc c'est ce qui nous permettrait vraiment d'aller plus loin et de changer d'échelle. Donc voilà, c'est des perspectives à venir. Alors, je vous ai parlé d'une plateforme de visualisation qu'on développait avec l'ITSAP. C'est déjà mis en place et vous devrez y avoir accès en début 2026. En gros, cette plateforme, vous y aurez accès, ça regrouperait les données jusqu'à maintenant de l'Observatoire Châtaignier et de l'Observatoire Lavande. Ici, par exemple, vous pourrez l'ouvrir sur vos PC ou sur vos smartphones. Il y aura juste simplement une carte avec les communes surlignées. Ici, on voit les communes de l'Observatoire Châtaignier. Disons que j'ai cliqué sur celle-là. Et direct, vous verrez le graphe ou la courbe de prise de poids que je vous ai montré avant. Là, vous pouvez faire le suivi en live. Et ces données-là, elles viennent bien sûr grâce aux données des balances Optibi. Et ici, disons qu'on a cliqué ici, mais je veux continuer à parcourir les données de l'Observatoire Châtaignier, juste à côté, vous aurez la liste de toutes les communes concernées. Et bien sûr, jusqu'à maintenant, on a l'Observatoire Châtaignier et Lavande, mais cette application reste ouverte à d'autres observatoires qui viendront après partager leurs données. Et le but d'ici, c'est vraiment de centraliser toutes les données des observatoires du réseau. Et là, c'est juste pour vous montrer une idée. Ça nous donne un graphe avec des données nettoyées. Le gain de poids, il part de 0. Du coup, là, on a vraiment juste le gain en rendement. C'est des données nettoyées, du coup, si on est sur le rucher, on se met sur la ruche, ou si on pose une hausse, ces données-là, on ne les verra pas. Vous aurez une courbe, vraiment, vous pourrez faire un suivi de votre gain, simplement. Et pour 2026, là, je parle de l'Observatoire Châtaignier à la DA Occitanie. On a voulu retravailler le protocole pour le consolider un peu et se concentrer un peu plus sur la rigueur scientifique. Et du coup, on va faire 2 visites, comme en 2025, une avant la mielée et une à la fin. Ici, on fait des coulévales, des colévales simplifiées, où on va regarder couvain ouvert, couvain fermé et le nombre des abeilles. On va faire des prélèvements varrois aussi, bien sûr, parce que c'est un facteur bien influent. Et on va systématiquement faire des pesées des corps et des os, si elles étaient présentes. Et puis, à la fin de la mielée, on va timer notre intervention en même temps que la récolte. On va récolter avec l'apiculteur et du coup peser nos os. Et puis, on va prendre des échantillons de miel pour faire des analyses. Et si on si on enchaîne avec d'autres mielés, notamment sur la mielée de tournesol,
on va faire des prélèvements varois et des collévales, mais uniquement sur les sites qui participent à un autre, qui continuent leur suivi sur ces autres mielés. Et ça, on le fait pour une raison, c'est que faire un colléval en fin de mielé, il y aura du pillage, enfin c'est pas agréable ni pour nous, ni pour l'apiculteur, ni pour les abeilles. Et du coup, on a essayé de trouver une manière pour contourner ça et on s'est dit que simplement on pourra le faire sur le prochain lieu où il y aura moins de pillage, les abeilles sont moins énervées, moins embêtées. Et ce sera tout pour notre présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et on reste disponible si vous avez des questions. Oui, mais merci Sarah. Ce que montrent ces résultats, c'est que ça bat en brèche une idée selon laquelle le châtaignier ne miellerait pas au-delà de 30 degrés. Et là, on s'aperçoit grâce à ces études que c'est le contraire en fait. Donc ça, c'est quand même intéressant. Une question, est-ce que cette étude permet de montrer une corrélation entre les altitudes des ruchers et les rendements en miel? Et deuxième question, est-ce que vous avez étudié, parce qu'on trouve ça dans la littérature, la relation entre les rendements en miel et les écarts jour-nuit? Oui. Les écarts jour-nuit de température. Pour répondre à la question d'altitude, j'ai étudié plusieurs facteurs avec l'altitude, surtout pour voir la durée de la mielée, le rendement ou le début. Puisqu'on est sur une plage de données qui est assez limitée, je n'ai pas réussi à avoir des données significatives que sur la date de début. Il y avait une tendance sur ces autres questions et notamment sur le rendement, mais avec mes données, je ne suis pas en mesure de vous apporter une réponse fiable ou confirmée. Et sur l'écart jour-nuit, on peut aussi dire que on peut considérer que c'est la température minimale. Et ici, j'ai pas voulu le présenter dans la présentation parce que ça fait un peu trop de points. Mais on voit qu'il y a une corrélation. Surtout, juste pour regarder mes chiffres d'un peu plus proche. On voit que la température minimale a eu moins un effet que la température maximale. Ici, quand je parle de température minimale, on peut considérer que c'est l'amplitude, parce que c'est la chute. Et du coup, pour cette année, il y a eu un effet. Sur 3 ou 4 sites, il y a eu une corrélation, mais pas partout. On n'a pas beaucoup vu cet effet en 2025. Et pourtant, en 2024, c'était l'un des effets principaux. Ici, ce que je peux vous dire, c'est que il y a une corrélation. C'est ça. Si on se base ici, on voit qu'il y a vraiment juste 3 emplacements des 11 qui ont été affectés par la température minimale. Du coup, peut-être pas vraiment pour 2025. On ne peut pas vraiment dire ça pour 2025. Bonjour. Pour le tournesol, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des graines qu'on pourrait faire pousser par les agriculteurs, des meilleures semences et des semences à éviter? Ouais. Alors c'est une très bonne question. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait eu des travaux dans le passé, donc entre autres les travaux de l'ITSAP, Terrinovia, qui ont montré qu'il y avait des grosses différences entre les variétés de tournesol. Ce qui est complexe là-dedans, c'est qu'il y a aussi une influence de l'environnement sur ça. Il y a des variétés qui sont très productives de nectar dans des conditions de confort hydrique. Dès qu'on les met en stress hydrique, là elles sont beaucoup moins productrices de nectar. Et à l'inverse, il y a d'autres variétés qui sont pas forcément très bonnes à basse
enfin en conditions de confort hydrique, et dès qu'on les met en stress hydrique, elles maintiennent à un niveau moyen. Et donc ça c'est assez complexe. Et donc pour étudier ça, il y a un projet qui est en cours de montage par l'INRA justement, donc l'équipe de Stan Schaber, l'équipe Aster à Toulouse, qui est en train de travailler sur un projet de référentiel pour les variétés de tournesol et justement les évaluer dans différents contextes. Alors elle s'intéresse au rendement agricole, à la qualité des graines pour l'agriculture, mais aussi à la nectarification des tournesols et aux paramètres, enfin aux paramètres morphologiques des tournesols, parce qu'on sait aussi que la longueur des fleurons, ça peut influencer sur la disponibilité du nectar pour les abeilles, c'est-à-dire que si le fleuron est trop grand, tout simplement les abeilles n'auront pas la langue suffisamment longue pour aller chercher le nectar au fond de la corolle. Et donc voilà, il y a un projet qui est en train d'être monté qui s'appelle Eliabel, qui sera sûrement déposé l'année prochaine et qui essaiera de répondre à cette question-là pour justement que les apiculteurs et les agriculteurs aient des références sur quelles sont les variétés qui sont intéressantes pour la production de miel, que ce soit en conditions de stress hydrique plutôt normal ou même en stress hydrique plus avancé, quoi. Donc c'est en cours d'étude. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on ne les a pas. En fait, on a du mal à étudier les variétés commerciales. Donc nous, on a une approche vraiment terrain, rucher. Et donc on essaye d'identifier des variétés qui sont autour des ruchers. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est la variété qui a vraiment contribué au rendement. Et donc c'est pour ça qu'on a cette approche-là avec les analyses de pollen et d'identifier a posteriori, à partir du pollen qui est dans le miel et le pollen qui est dans les pollens de trappe, savoir quelles sont les variétés qui ont contribué, qui sont identifiées dans ces pollens-là, pour savoir lesquelles produisent du nectar ou du pollen au champ. Mais voilà, l'approche d'Eliabel du coup est complémentaire parce qu'elle va s'intéresser à la variété avant qu'elle soit au tout début de la commercialisation en laboratoire. Et donc d'un côté on aura les variétés qui contribuent réellement au champ, on aura les variétés qui semblent se mieux comporter en laboratoire. Et donc à la fin on sera un peu plus solide pour répondre à cette question. Je voulais savoir si vous êtes capable de récupérer les données de pluviométrie sur les années du GERS, les précédentes expés, pour faire la même corrélation que ce que tu as pu présenter aujourd'hui. Est-ce que tu as la source de ça pour le réintégrer dans les calculs ? Oui. Alors le modèle Météo France qu'on utilise, le modèle SIM, il a beaucoup d'antériorité et donc il y a les années 2015 et justement c'est en cours. On a récupéré les données là cet été et maintenant ce qu'il nous faut c'est du temps pour le traiter, mais normalement ça sera fait et justement ça va nous permettre de compléter bien ces données là parce que autant sur les données agricoles ce sera compliqué d'aller enquêter les agriculteurs pour savoir quelles étaient les variétés qu'ils avaient plantées en 2015, quelle était leur date de semis, etc. Autant sur les variétés, sur les conditions météo, ça c'est des données auxquelles on peut accéder et donc je pense que ce sera très intéressant de traiter ça. Ouais. Oui, une question sur le tournesol. Dans mon secteur, comme tout le monde j'imagine, il y a des périodes très très variables de semis. Je pense que c'est une plante qui a une pousse assez courte. Et il semblerait que systématiquement de plus en plus, alors les plus précoces qui donnent du miel et pas les tardives. Et par exemple, cette année, les tournesols étaient très très jolis parce qu'il y a eu quelques orages bienvenus au mois de juin. Il y avait des fleurs énormes, mais au début juillet, les fleurs énormes n'avaient que des toutes petites graines. Et les agriculteurs avec qui j'ai discuté, ils disaient que les graines étaient minuscules dans des grandes fleurs. Alors, je ne sais pas si c'est possible, c'est un peu ce que tu dis. Et est-ce qu'il n'y a pas une tendance à nous adapter pour qu'on fasse du miel de tournesol de plus en plus tôt dans le calendrier ? Alors, je pense que ça va dépendre des conditions météorologiques de l'année, parce que par exemple, tout ce qu'on a observé en Poitou-Charentes cette année, c'est qu'on a eu une grosse canicule fin juin, et donc il y avait des mielés qui avaient déjà commencé, et en fait les fleurs ont séché, et la mêlée a complètement cessé sur ces mêlés-là, donc qui étaient quand même plutôt précoces fin juin, on va dire. Et à l'inverse, sur des secteurs plus tardifs, où il y avait peut-être eu un peu plus d'étalement de semis aussi, donc sur cette question-là, je pense que c'est surtout des enjeux agricoles. Au départ, c'est la condition d'accès aux champs, la capacité de l'agriculteur à se dégager du temps pour aller semer, etc. Il y a aussi d'autres cultures à côté. Mais donc après, voilà, donc sur les secteurs où l'étalement des semis a permis des floraisons plus tardives aussi, on a eu des belles surprises avec même des reprises de mielés dans les secteurs où ça mielait pas, aussi grâce à des orages qui ont eu lieu à peu près à la mi-juillet et qui ont permis de relancer entre guillemets la mielée. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a observé cette année. Alors sur la précocité, on peut imaginer qu'avec le changement climatique et des conditions de plus en plus difficiles l'été, forcément disons que le printemps sera bénéfique à la culture plus que l'été, et donc les floraisons précoces seront favorables à la mielée. Mais voilà, ça c'est une supposition et il faudra le montrer sur la durée.
Sur les températures par rapport à la mêlée de châtaignier, on s'aperçoit que les journées de haute température, on a quand même une mêlée souvent qui reste importante. Par contre, le lendemain sur le lendemain, là, il y a une grosse baisse, sauf s'il y a encore des chatons de châtaignier qui vont s'ouvrir et qui vont reprendre la mêlée. Donc souvent on dit que quand il fait très chaud, la mêlée s'arrête. Je pense qu'elle s'arrête, mais par la suite. Bon, après, il faut vraiment définir ce qu'on veut dire quand on dit quand il fait chaud, la mêlée s'arrête. Parce que par exemple, si on dit que on a une canicule, après ça veut dire que 3-4 jours il fait chaud de jour comme de nuit. Ça, on ne l'a pas vu en 2025. Il y a eu de hautes températures, oui, mais une canicule, suivant la définition scientifique, on ne l'a pas eu. Après, tout ce que nos chiffres nous démontrent, c'est que le châtaignier, il aime les journées chaudes et sèches. Et du coup, pour te simplifier l'équation et te dire, oui, non, mais s'il fait 35 degrés, ça va bien mêler, même le lendemain, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Peut-être les besoins en eau ils sont pas respectés, peut-être il n'a pas plu assez en printemps et du coup là à une haute température le sol a séché, oui ça va plus mieler après, peut-être l'humidité était trop haute, peut-être ici même quand on l'a vu sur certains de nos exemples, il y avait une haute température mais il y avait du vent aussi, il y avait plus la veille aussi, du coup là il y aura une interruption, on peut pas savoir sur ce rucher-là, vraiment, il y avait de hautes températures, une chute avec un coup de vent, il a complètement stoppé la mêlée. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, je serais en mesure de te dire que ouais, non, ça fait ça et ça fait ça. Il n'y a pas vraiment de réponse fixe. Je n'ai pas de réponse scientifiquement fiable à te donner. Mais si tu étudies vraiment tous les facteurs, là, c'est une autre... on pourrait en discuter. Et une autre constatation, c'est par rapport au vent. Nous, ici dans la région, on constate que quand il y a beaucoup de vent, ça diminue la mêlée. Je pense que ça sèche les nectars. Mais on constate que si un vent du sud, ça a moins d'impact, et un tout petit vent du nord, alors là, ça a un arrêt significatif, et on le voit sur les balances. Dans la journée, une heure après, si le vent tourne, le vent du nord, la mêlée baisse très rapidement. Oui, parce que c'est vrai. Un facteur de plus qu'on a étudié, là on a présenté la vitesse du vent, mais il y a aussi la direction du vent. Et la direction du vent, on voit qu'elle est tout aussi corrélée que la vitesse du vent. Du coup, ce que vous dites est absolument vrai. Oui, bonjour. Pour continuer sur le châtaignier, est-ce que le stress hydrique, justement, c'est quelque chose qui est mesuré parce que c'est vrai moi j'ai remarqué que les forêts de châtaigniers sur l'année après la sécheresse, donc là on va peut-être avoir de la sécheresse là sur l'année prochaine parce qu'on a eu de la grosse chaleur et des sécheresses en fin de saison. Est-ce que ce stress hydrique il est mesuré sur les forêts de châtaigniers parce que ça peut impacter la mêlée de l'année d'après? En effet. Pas pour 2025, mais comme vous l'avez dit, là on commence surtout à s'intéresser sur les questions de qu'est-ce qui se passe en amont et en aval de la mêlée. Et du coup, peut-être pour 2026 ou pour 2027, ça dépend de quand on va réussir à le développer. Oui, on va avoir une idée un peu plus globale sur le châtaignier. On va prendre ce genre de mesures en compte. Là, on ne va plus parler d'altitude, mais on va parler d'aire de butinage, parce qu'il y a un rucher qu'on avait à 1200, mais en fait, son aire de butinage, elle est à 600 mètres. Du coup, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Mais voilà, pour l'année 2025, on n'a pas ce genre de données, mais c'est dans les plans pour les années à venir. Oui. Merci pour la présentation. J'ai 2 questions. La première, c'est quand tu dis humidité, c'est l'absence de précipitation ou c'est l'humidité de l'air? Ça me surprend qu'il n'aime pas l'humidité de l'air. Ah d'accord, donc il aime vraiment que l'air soit sec, le châtaignier, pour mieler. Ok. Et deuxième question, c'est dans quelle mesure vous allez vous intéresser ou pas en fait à regarder les dynamiques au cours de la journée. Vous avez des tournées longitudinales sur toute la journée, on voit sur les balances, on n'entend pas.
Eh ben, je disais, vous avez des données longitudinales sur les balances, vous avez vraiment le poids au cours du temps de toute la journée, donc c'est très très riche en informations. On voyait des choses intéressantes, notamment que vers midi, ça a l'air de ralentir clairement l'augmentation du poids, puis ça reprend dans l'après-midi. Et est-ce que vous avez aussi d'autres données longitudinales, par exemple le vent au cours de la journée? Quelle est votre maille de précision sur les données météo? Est-ce que vous avez que le vent moyen sur la journée, etc. Ou est-ce que vous voudriez tendre vers une compréhension comme ça de la dynamique dans la journée? Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse ou pas? Oui, ça nous intéresse. Surtout ici, déjà sur OptiBee, on a comme des mesures, des prélèvements de poids. On a en parallèle aussi des températures, la pluviométrie et la vitesse du vent. Ça existe. Nous aussi, pour nos graphes, on a utilisé, comme la Dana, j'imagine, une API de Météo France. Et là, on avait des mesures horaires. Et du coup, c'est une fois par heure, mais puisque sur OptiBee, on a 4 mesures par heure, bah, si tu veux, pour chaque 4 mesures, on a la même mesure de vent. Du coup, la même mesure 4 fois pour donner, pour corréler un peu avec les données de poids. Après, le système, tu as des propositions à l'améliorer, on est ouvert, mais pour le moment, on a trouvé que ce sera le plus riche et comme ça de suivre les données par heure, ça nous donne une explication assez claire et surtout corrélée avec le poids. Voilà. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Okay. Dans votre étude où vous parlez des conditions climatiques, nous, dans le Lot, depuis 2 ans, on voit qu'en même temps que la floraison du châtaignier, il y a celle des ronces et du trèfle. Et à partir de là, les abeilles vont pas sur la bonne floraison, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si c'est sectorisé, mais on l'a vécu l'année dernière, et d'autres ont fait une récolte de châtaigniers. Et sur des zones où il y avait ces 2 plantes qui fleurissaient en même temps, est-ce que ça peut induire aussi dans votre étude de voir s'il n'y a pas d'autres floraisons à côté qui pourraient expliquer, pas forcément une baisse par rapport au climat, mais par rapport à d'autres floraisons? Oui, on a fait des analyses de miel. Là, on a eu les résultats de 4. Et ils sont conformes à 98%. Le minimum, c'était 95% de châtaigniers. Du coup, il y a toujours des traces, et c'est vraiment un problème qu'on voit souvent. Il y a des traces de ronces, de Mila aussi. Mais pour cette année, c'est du châtaignier. Nos études sont faites sur le châtaignier. Après, on a eu les résultats de 11 sites. Jusqu'à maintenant, je peux confirmer que c'est du châtaignier, mais... voilà, on verra sur le reste. Et donc sur le tournesol, on a la même question de temps en temps parce que y a des secteurs où il n'y a pas que le tournesol qui fleurit. Donc même si en Poitou-Charentes, il y a quand même un gros secteur à tournesol, il y a du tournesol partout et il y a beaucoup de secteurs où il n'y a que ça, mais il y en a quand même quelques-uns où c'est pas forcément le cas. Et donc tout à l'heure, je vous ai présenté rapidement l'hétérogénéité des données entre les emplacements. Et en fait, il y a un emplacement qui se comporte très bien, qui est le Marais. Donc on suppose aussi que la réserve utile là-bas est très bonne avec de la disponibilité en eau pour le tournesol. Mais il y a aussi d'autres floraisons à côté. Il y a de la luzerne porte-graine. Et donc on imagine que ça contribue aussi au rendement. Donc là, on fait des analyses de miel, nous aussi, on n'a pas encore les résultats. Mais l'idée, c'est bien de caractériser la floraison du tournesol et pas forcément de la mielée d'été. Et donc, à part les analyses de miel, on n'a pas trop d'outils. On peut faire on trappe les colonies aussi pour l'expérimentation qu'on fait avec l'INRA. Donc, on peut aussi voir les rentrées de pollen. Mais bon, les rentrées de pollen et les rentrées de nectar, le seul outil qu'on a, c'est les rentrées de pollen, mais c'est un peu difficile après de les corréler ou de les relier avec les rentrées de nectar exactement. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et donc c'est sûr que des secteurs où il n'y a qu'une seule mielée, c'est plus simple, mais bon, c'est qu'il faut quand même l'étudier dans les secteurs où il y en a plusieurs qui s'additionnent. Merci beaucoup de votre attention et merci beaucoup pour votre présentation surtout.